Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mardi 9 mai 2023. Et oui, il va falloir s'accrocher aujourd'hui, on a eu quand même pas mal de rouge. Hier, on a eu une journée assez sanglante sur la partie technique et notamment sur les altcoins, aussi sur le BTC. On va comprendre pourquoi et on va faire surtout une update pour savoir jusqu'où on peut descendre. Dans la partie news, c'est aussi pas Jojo. Pourquoi? Parce que nous avons Bittrex qui fait un dépôt de bilan. Bittrex qui va laisser quand même beaucoup de monde sur le carreau. On va revenir sur cette histoire et ensuite on va se poser la question de Ordinals. Tout le monde en parle, mais personne parle de Stamps, ou en tout cas assez peu de personnes. On va revenir sur ces deux points-là qui sont très importants pour l'évolution du BTC et qui ont un impact réel sur le réseau. On commence tout de suite avec notre ami Bittrex qui dépose donc le dépôt de bilan au Delaware et en l'occurrence ça laisse 100 000 personnes, 100 000 créditeurs sur le carreau avec des pertes entre 500 millions et 1 milliard de dollars. C'est juste énorme, ça arrive maintenant au moment où on commence à avoir une guerre entre la SEC et justement le reste du monde et le reste de la réglementation US. Alors ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que Bittrex dépose le bilan un mois après avoir été poursuivi par la SEC. Quand même très étrange cette histoire, et surtout on se demande comment ils ont pu avoir une perte de 500 millions de dollars à 1 milliard de dollars, alors que normalement ils ne sont pas censés taper dans les dépôts. Ce qui est intéressant de voir, c'est quand même de base, on s'en doutait un petit peu qu'ils avaient déposé le bilan, parce qu'ils avaient très peu de volume, comme le met le premier commentaire, on avait 4 millions de volume à peu près journalier, alors que Binance et Coinbase, on est à plus d'1 milliard, donc forcément, étant donné qu'un exchange vit des fees, là en l'occurrence, ils récupéraient quasiment rien en termes de fees, donc c'était logique qu'on se retrouvait sur quelque chose qui ne pouvait plus continuer à fonctionner. On continue avec Bitcoin BRC20, donc c'est le mot qui revient partout sur Twitter en ce moment, avec Ordinals, dans lequel on a réellement un gros lancement qui s'est effectué. Au début, c'était plus sur une forme de forum, quand on voulait acheter ou créer un Ordinals, c'était pas forcément très simple. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, et on le voit, on a eu un market value qui a poussé à 900 millions de dollars, alors que ça vient d'être lancé, et ça a entraîné pas mal de choses, ça a entraîné des augmentations de coûts colossal sur justement BTC, à tel point que Binance a dû arrêter ses dépôts et est en train de réfléchir à l'implémentation de Lightning Network pour les transferts BTC. Au moins c'est plutôt intéressant de voir la composition qui est en train de se faire. On aurait BTC qui serait une structure de sécurité à forte valeur ajoutée dans laquelle les transactions coûteraient très cher, et Lightning Network, justement, serait au-dessus. Il y aurait peut-être même, pourquoi pas, un Layer 3 qui offrirait de la scalabilité et une diminution des coûts pour les transferts monétaires ou la vie de tous les jours, ce qui serait intéressant comme concept et qui est plus ou moins ce qui est défendu déjà par un certain nombre de bitcoiners maximalistes. Par contre, pas beaucoup de monde parle de Stamp. Stamp, c'est un autre protocole qui ressemble grandement à Ordinals, mais qui est un petit peu différent, dans le sens où Stamps ne laisse pas la possibilité aux nodes BTC de supprimer les Ordinals s'ils le souhaitent, et donc conserver uniquement les transactions, et donc garder une taille assez faible. Le concept en lui-même est justement le stockage en éclatant les différentes transactions, c'est-à-dire que si je souhaite stocker un BRC20, je vais avoir une taille qui va être définie, et je vais éclater ici ma transaction BTC en plein de petites transactions pour pouvoir les stocker dans les UTXO, donc qui est plutôt classique, dans lequel on peut voir les transactions classiques, et là on voit une transaction Stamps, dans lequel on va avoir une multitude de petites transactions, et dans chaque petite transaction on va avoir la data qui va être stockée. Alors là-dessus vous allez me dire, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave dans le principe même, sauf que l'ensemble de ces petits UTXO, pour pouvoir fonctionner dans un nœud, doivent être stockés dans la RAM, et malheureusement ça on voit une augmentation drastique de l'utilisation, et donc on pourrait avoir quelque chose, si c'était réellement utilisé constamment, quelque chose qui pourrait être vraiment inflationniste en termes d'utilisation, et donc diminuer la possibilité de posséder des nœuds chez soi en Bitcoin, et donc la décentralisation, et donc l'intérêt réel de Bitcoin. Donc là, on a un thread qui est très intéressant, je vais vous le mettre comme d'habitude dans le thread sur mon Twitter, que vous retrouverez directement en commentaire et en description, Cryptolyz_tech, n'hésitez pas à follow si vous voulez l'ensemble des nouvelles, et on continue pour vous donner une petite indication. On a quand même pas mal d'éléments qui sont intéressants au niveau des frais, c'est-à-dire que, on a parlé des frais de Bitcoin, transaction qui tournait dans les quand même 30 dollars, on est passé de 15 à 30 dollars, on est quand même dans une augmentation drastique sur les frais de transaction de BTC, mais aussi sur Ethereum, donc là ça a grandement diminué parce que à ce temps-là il y a assez peu de personnes qui utilisent, mais hier soir par exemple, sur une transaction simple,
ici sur une transaction simple, on était pas loin des 25 $. Donc on a quand même quelque chose qui nous donne un petit goût de bull run sans avoir de bull run. C'est-à-dire que dans l'utilisation concrète des différentes cryptos, des différentes blockchains, donc les plus grosses, Bitcoin et Ethereum, on a des saturations structurelles qui sont en train de se faire, alors que normalement on est censé voir ça dans une forme de bull run. C'est intéressant et ça interroge quand même beaucoup de personnes, et moi je vous demande votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous c'est un signe que oui, on a une dépréciation du cours, mais ce n'est pas symptomatique d'un bear market, parce que structurellement on est plus dans une forme de bull run dans l'utilisation des différentes blockchains? Qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? En tout cas, pour moi, Ethereum, juste, je vous fais un petit sum-up où on en est depuis The Merge, donc le passage en Proof of Stake d'Ethereum, on a burné 196 000 Ether, ce qui est colossal. Si on avait été en Proof of Work, on aurait surtout créé 2,5 millions d'Ethereum. Là-dessus, on ne les a pas créés, on les a diminués. Donc ça veut dire qu'on a bien une forme déflationniste qui est en train de se mettre en place au niveau d'Ethereum, alors que on est dans une utilisation qui n'est pas encore en full bull run, mais on a une utilisation assez forte, donc on voit bien l'implication réelle de cette augmentation des taux. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que sur ces 190 000 Ethers qui ont été burnés, quand on commence à regarder un petit peu plus la time frame, on voit que dans les 7 derniers jours, on a burné 63 000. Donc c'est vraiment l'augmentation d'Ethereum l'utilisation qui entraîne l'augmentation du burning des Ethers, ce qui renforce vraiment le côté inflationniste. On continue avec une nouvelle qui est assez forte, un Coinbase qui commence à considérer à aller s'installer aux Émirats Arabes Unis. Ça, c'est vraiment un point qui est crucial parce que on sait que Coinbase est en confrontation avec la SEC. On sait que Coinbase a annoncé que s'il n'y avait pas de réglementation beaucoup plus claire aux US, il partirait. Et là, c'est vraiment un point clé dans lequel, je pense, il va y avoir une pression colossale sur la SEC concernant les retours qu'ils doivent donner dans 10 jours. Et là-dessus, ça va jouer énormément, ça n'en doutez pas, c'est vraiment une action de communication très forte. On continue en allant voir le calendrier économique. Pour rappel, demain, nous avons l'IPC Core. Globalement, en attendant ça ne va pas bouger beaucoup sur le côté macro, même si on a les perspectives court terme. On sait que ça a un petit impact, mais ça reste quand même relativement faible. Ce qui va être vraiment attendu, c'est l'IPC Core. C'est ce qui est en train d'être préparé au niveau du cours. Je vous ai expliqué dans la quotidienne hier. Je n'irai pas plus loin et on attendra demain au niveau des news économiques pour pouvoir justement aller plus en amont dans la réflexion. Si cette vidéo te plaît, like, ça me fait toujours très plaisir et ça aide énormément la chaîne. Et à référencer cette vidéo, on attaque la partie technique où on voit que sur du daily, sur le CME, on est en train d'attaquer l'EMA 50, donc qui va servir certainement de support très fortement au niveau du CME. On sait que ça a joué énormément ici dans le rebond technique et dans la résistance quand on a touché une fois, deux fois, trois fois avant de pouvoir breakout. Donc on suppose qu'on aura une forme de résistance structurelle qui se mettra en place et que ce sera joué de toute façon par un certain nombre de traders effectifs. On voit que c'est aussi cohérent avec la trendline qui nous a supporté pendant un certain temps depuis justement mars. On voit qu'on est en train de structurer sur cette zone-là. Par contre, pour moi, je pense qu'elle va être cassée assez rapidement parce qu'on a breaké le 236. Pour moi, la prochaine arrêt, ça va être le 382 qui correspond à cette zone de support qui est très importante, qui est dans les 26 500 dont je vous parle déjà depuis un certain temps, dans lequel on a pas mal de liquidité qui est en attente. Donc, on aurait une continuité baissière pour restructurer dans les 26 500, prendre la liquidité effective ici pour repartir à la hausse. De toute façon, si on casse justement ici, hop, on s'enfonce. Ça veut dire que le prochain arrêt sera les 0,5 avec 25 200 qui est attendu par beaucoup de personnes. Ça ne change pas en termes de schématique. Pour moi, c'est les deux objectifs à se fixer et à surveiller. Au niveau de l'order flow, nous avons pas mal de choses. Nous avons la cassure baissière qu'on a eue cette nuit. Cassure baissière qui a fait relativement mal. On voit que ça a été absorbé par les top traders. Cette absorption par les top traders veut dire aussi que on n'a pas de rachat. Donc, c'est-à-dire que les top traders n'ont pas racheté cette chute. Ici, ont plus complété, enfin laissé courir en fait leur position. Il n'y a pas forcément eu de hedging très fort non plus, parce qu'on n'a pas eu vraiment de grosses accélérations qui seraient différentes du mouvement effectif. La seule chose que l'on peut voir, c'est qu'on est dans un accompagnement du prix et que à côté, on a toujours les top traders, enfin la totalité des comptes Binance qui sont en train d'acheter cette zone-là, ce qui est pas forcément très positif. Quand on commence à avoir une divergence ici et ici, ça veut dire que potentiellement on est dans quelque chose qui va continuer à chuter et c'est un petit peu l'idée qu'on a, surtout qu'on voit que le CVD spot est en train de s'enfoncer, le CVD pair aussi, donc on n'a pas forcément au niveau de l'order flow d'un arrêt de la chute, donc pour moi on va continuer à structurer sur une baisse. Là on est dans une vue en
1 heure sur le total index, on voit qu'on est allé chasser la liquidité structurelle ici, donc on l'avait renforcée là, et je vous ai dit qu'on allait la chasser, on voit qu'on est allé la prendre, on est allé renforcer cette zone-là. Pour moi, cette partie-là va sauter dans pas longtemps, et on risque d'avoir une mèche qui va descendre très fort, oui, mais par contre, on n'oublie pas qu'on a beaucoup de liquidité qui est en train de se former au nord, avec un gros pool de liquidité qui est en attente ici, et un énorme pool qui est ici, d'accord? Donc pour moi, on peut continuer à descendre, mais à un moment donné, on va aller chasser une grosse partie des liquidités ici, on peut pas laisser autant de shorters en place avant de faire un véritable mouvement, avant d'aller chercher beaucoup plus bas, on va faire à un moment donné un retest baissier, ce retest baissier risque de faire relativement mal pour aller break justement une partie des liquidités. Est-ce qu'on va chercher toutes les liquidités ou pas? C'est la grande question. Je vais replacer ici cette zone ici de break qui pour moi est un retest bearish classique dans lequel on pourrait avoir ici une réaccélération, gros short squeeze pour refaire une descente dans lequel on aurait bien donc une schématique comme ça pour faire une continuité baissière. À savoir qu'on n'est pas obligé de le faire tout de suite. Pour moi, j'ai plus tendance à dire ok, on va aller chasser cette liquidité, on va retester, on va s'enfoncer, ça ferait justement en plus une dynamique classique sur une continuité baissière. Et d'ailleurs, je n'ai pas tiré l'extension de Fibonacci, on va le faire ensemble, tac, tac, donc on prend ce mouvement, le retracement effectif, on voit qu'on va être quasiment au 1-1, donc je pense qu'on n'est pas loin, hein. Peut-être encore une petite extension pour aller chercher vraiment le 1-1, pour ensuite faire un retracement effectif, et ce retracement d'ailleurs je n'ai pas regardé à quoi ça correspond, mais on va le faire tout de suite ensemble, tac, admettons on va chercher le 1-1, d'accord, pour se dire qu'on fait une prolongation. On irait chercher quoi? Donc le 0,5 voire le 618. Ok, donc un retracement, on va le placer, allez, 618, on va dire qu'on est un petit peu en dessous. Allez, on va se mettre un petit peu en dessous pour être assez agressif sur le retest. Donc on va se mettre retest et on ira le confirmer justement demain, ou demain ou dans la semaine, voir si on va faire un retest bearish avant de faire une continuité baissière. À savoir continuité baissière, on n'oublie pas, hein, l'objectif pour moi serait vraiment ici cette zone des 26 500 pour aller chercher la liquidité et ensuite faire vraiment peur pour restructurer la hausse. À savoir que le mouvement baissier est vraiment porté quand on regarde sur la totalité du market cap par le BTC. On n'oublie pas que le BTC représente actuellement une dominance de quasiment 49%, donc forcément ça a un impact colossal sur la totalité du market cap, mais on voit qu'on a un market cap qui tient plutôt bien, et il va falloir patienter. Pour moi, si on a un break et une continuité baissière, il y a de grandes chances d'aller retester ici cette zone là au niveau du total market cap pour structurer une nouvelle accélération haussière. Donc on aurait bien ici un retracement avec une prise de liquidité structurelle, on rebondit justement sur le premier arrêt et on part à la hausse pour casser haussier. ETC, BTC nous confirme que c'est bien un mouvement pur du BTC qui entraîne peut-être les altcoins, mais on a un Ethereum qui retient quand même sa chute, donc on est plutôt dans quelque chose qui est porté majoritairement par The King, donc c'est-à-dire par BTC, et il faut le garder en tête dans le mouvement structurel qu'on est en train d'avoir. SPX, on voit que sur la macro, on tient plutôt bien, hein, malgré les nouvelles. Je pense qu'on attend vraiment l'IPC, ça ne bougera pas tant que l'IPC sera pas donné, et forcément ça donnera le ton pour la fin de semaine. Au niveau de la crypto du jour, on a Rose dans lequel on est dans une zone intéressante, il va falloir faire très attention et surtout être patient. Pour moi, on a fait une première accélération, on est allé chercher justement l'order block qui se trouvait ici, order block qui était intéressant pour avoir un premier rebond. On voit qu'on est allé taper dedans et on a une réaction haussière. Pour moi, ce n'est pas suffisant, je pense qu'on va faire un retest dans pas longtemps pour pouvoir aller chercher, et ensuite, à minima, aller chercher cette zone ici d'imbalance dans lequel on a quand même pas mal de monde pour un beau retest bearish. Donc pour moi ce serait une première target. La seconde target serait quelque chose qui est beaucoup plus haut, avec ici la liquidité qui a été laissée dans toute cette zone là. On a beaucoup de liquidité qui est en attente, dans lequel on pourrait aller faire un gros swipe avant de pouvoir faire une continuité baissière si on doit aller rechercher, à savoir qu'on n'a toujours pas fait un gros break of structure. J'aurais bien aimé que sur cette accélération haussière on puisse aller chercher cette zone là, mais c'est vrai que on est quand même emporté par le reste de la macro. Donc pour moi on va faire une continuité baissière, retester ici pour aller rechercher un retest pour ensuite faire une continuité. Donc il y aura peut-être un setup intéressant à suivre. En tout cas on a déjà fait une première touche de liquidité, je pense qu'on peut avoir une deuxième touche et ce sera à suivre. Et on termine cette vidéo en remerciant notre sponsor Bybit, qui est l'exchange que j'utilise depuis 1 an et demi, dans lequel vous pouvez retrouver
du spot, du dérivé, des options. Vous pouvez retrouver absolument tout pour faire du trading sur les cryptos ou même tout simplement acheter en mettant en place un bot de DCA. On a des très faibles coûts et c'est un exchange que j'utilise depuis donc 1 an et demi. Vous retrouvez en commentaire un lien avec 10% de réduction sur les frais et jusqu'à 30 000 $ sur votre premier dépôt. Bybit a mis en place un KYC, mais ils sont dans une volonté de réglementation. Si vous voulez faire du trading sans KYC, vous avez BitGet, pareil, un lien en description avec une réduction de 10% et jusqu'à 8 000 $ sur votre premier dépôt. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.